Alors, on va tout de suite enchaîner avec notre troisième conférence de ce symposium de l'Africa Place Marketing qui a pour thème la mobilité continentale, un levier majeur pour le développement des territoires touristiques africains. Alors, Monsieur Atman Chérif El-Amini en parlait tout à l'heure, la mobilité continentale est entravée par des problématiques d'obtention de visas touristiques et de disponibilité d'une offre aérienne qui soit adaptée malgré les low cost, il en a aussi parlé, et surtout un juste prix. Alors, toutes ces donnes freinent bien évidemment le développement des territoires africains qui pourtant disposent de potentialités touristiques extrêmement importantes. Des freins qui empêchent les territoires de développer leur démarche de marketing territorial en se basant sur la cible touriste intra-africain, l'une des 3 cibles indispensables à la réussite d'une telle démarche. Alors pour mettre en place des pistes de réflexion, on a des exemples de best practice en matière de facilitation de mobilité qui peuvent être étudiés pour faire ressortir les recommandations et les faire entendre auprès de toutes les parties prenantes. Et pour modérer ce panel qui s'annonce extrêmement intéressant, j'appelle Soumia Hamzel. Elle est experte en tourisme, elle est secrétaire générale de l'Association des agences de voyage de Casablanca-Stade. Elle est aussi membre de la commission marketing du Conseil régional du tourisme de Casablanca-Stade. Bienvenue Soumia, vous êtes la gardienne du temps, vous avez 1h30 pour ce panel. Bon courage et bon échange. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment très honorée de modérer ce premier panel sur la mobilité continentale en Afrique. Et pour enrichir ce débat, j'invite à mes côtés sur le plateau nos experts nationaux et internationaux qui ont répondu favorablement à notre invitation. Et la directrice du pôle commercial de la Royal Air Maroc, Madame Ilham Kazini. Le président de la RAPT du Côte d'Ivoire, Monsieur Kwadio Marcel Gogo. The founder and CEO of the African Quest Safari Limited, Kenya, Mrs. Tasnim Adamji. Et enfin, notre président de la commission mobilité du CRT Casablanca-Stade, Monsieur Karim Baina. L'exposition, s'il vous plaît. Donc, avant de commencer notre débat, je vous invite à retenir ces quelques chiffres importants sur le tourisme en Afrique. Donc, le tourisme en Afrique est un secteur en plein essor. Voici quelques chiffres à retenir selon le rapport 2017 de la CNUSED. 21 millions d'emplois, soit un emploi sur 14 sur le continent, c'est des emplois qui ont rapport avec le tourisme. 56 millions de touristes en 2017 sur le continent africain. 47 milliards de dollars de recettes. 8,5% du produit intérieur brut du continent africain. Et 4 touristes internationaux sur 10 sont africains sur le continent africain. Et selon les dernières estimations, la population africaine a atteint en 2022 le chiffre de 1,426 milliard. Donc c'est un chiffre qui est vraiment très important. Et il faut en profiter de cette situation. Donc ces chiffres nous interpellent sur les potentialités du continent africain et le besoin de les développer dans les médias pour l'épanouissement de ce très très riche continent. En effet, comme vous le savez, la mobilité entre les pays entraîne l'évolution de l'activité touristique et le développement économique et inclusif de ces derniers. Or, la mobilité intra-africaine est entravée par plusieurs problématiques, dont les formalités de visa touristique, comme a souligné M. Lenani, la disponibilité d'une offre aérienne adéquate et au juste prix. Donc, ce contexte freine le développement des territoires africains qui disposent pourtant de potentiel touristique très très important. Ces freins empêchent aussi les territoires touristiques africains de développer leur démarche du marketing territorial. Pour nous éclaircir davantage sur l'état des lieux de la mobilité continentale et en particulier la mobilité aérienne, je donne la parole
Sous vos applaudissements à Madame Ilham Kazini. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très bien, merci. Mesdames et messieurs, chère assistance, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour l'organisation de cet événement, de ce premier forum du tourisme africain, un événement tant attendu par tous les acteurs et les spécialistes du tourisme au Maroc et en Afrique. J'ai aussi l'honneur et le plaisir de représenter notre compagnie nationale Royal Air Maroc dans cet événement et ce podium de qualité. Je vais essayer de vous donner le point de vue modestement de la compagnie aérienne sur la mobilité intercontinentale. Tout d'abord, je vais commencer par quelques chiffres pour montrer l'importance de l'Afrique dans le réseau de Royal Air Maroc. Ces chiffres, bien évidemment, sont les chiffres de l'année 2019, l'année de référence avant le Covid. Ce que je peux vous dire, c'est que la RAM a toujours placé l'Afrique au centre de sa priorité stratégique et de toutes ses actions. Le positionnement de Royal Air Maroc en Afrique n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est le résultat d'une vision stratégique en ligne avec les orientations de notre pays. C'est une vision stratégique que nous poursuivons depuis plusieurs années, je dirais même depuis la création de notre compagnie en 1957. La ligne Casa-Dakar a été une des premières lignes qui a été lancée par la compagnie, d'où l'ancrage de la compagnie dans l'Afrique et la revendication de son africanité à travers plusieurs actions. La RAM, aujourd'hui, se positionne en tant qu'une compagnie leader au sein du continent et dispose d'une flotte jeune et d'une vision stratégique et surtout d'une vision de développement très volontariste. En 2019, sur les 105 destinations desservies, nous avons 27 pays en Afrique que nous desservons, avec plus de 300 vols par semaine entre Casablanca et les différentes capitales africaines, et nous avons transporté 2 millions de passagers sur les 8 millions de passagers que nous avons transportés en totalité. L'Afrique représente 26% de l'activité internationale avec une progression de 75% sur 10 ans. L'Afrique est venue quelque part en réponse stratégique à l'Open Sky marocain, puisque nous avons ouvert le ciel. Très belle décision qui a permis à notre pays de développer son potentiel touristique, qui a permis au pays de connecter à notre pays d'être connecté à toutes les capitales mondiales. Mais nous avons eu une carte à jouer pour développer la connectivité africaine et être la locomotive pour le développement des autres secteurs d'activité au Maroc. Vous avez tout à l'heure, M. Othman Alami, parlé de la présence de fleurons économiques marocains, les banques, les assurances, les BTP. Nous avons toujours été fiers de pouvoir les connecter à l'Afrique et faciliter le transport des hommes d'affaires, des clients, des touristes entre le Maroc et l'Afrique. Cette africanité, elle est aussi reflétée par la multiculturalité de nos équipes. J'ai le plaisir de dire que 150 collaborateurs à Royal Air Maroc sont des Africains qui travaillent dans leur pays d'origine. Nous avons aussi 15% de notre personnel navigant commercial qui sont des Africains et qui opèrent au sein de nos lignes, comme leurs collègues marocains, à transporter les valeurs de l'Afrique partout dans le monde. Je voudrais partager avec vous l'état des lieux aujourd'hui de la connectivité, les dessertes en 2023. Certes, le Covid était là, il est passé, il était violent, et nous avons vécu 2 années de très fortes perturbations. Mais notre challenge, c'était le retour rapide à opérer la totalité de nos dessertes africaines. Donc nous avons évolué au rythme de l'assouplissement des conditions sanitaires et nous avons le plaisir aujourd'hui de dire que nous avons repris la totalité du réseau africain opéré avant le Covid et la toute dernière destination qui sera ouverte, c'est le Luanda, le 9 décembre. Donc la seule destination qui manquait, c'est le Luanda. On revient avec une opération régulière à compter du 9 décembre. Bien entendu, après ce ralentissement d'activité dû à la pandémie, nous avons lancé dès mars 2020, c'est-à-dire dès la réouverture des frontières marocaines, un plan de communication volontariste, une campagne de grande envergure qui a touché plusieurs cibles.
C'était en mars 2022, où nous avons réalisé la première tournée de l'Alliance One World en Afrique. Comme vous le savez, Royal Air Maroc est la seule compagnie africaine membre de l'Alliance One World, l'alliance la plus prestigieuse des compagnies aériennes, à côté de American Airlines, Qatar Airways et beaucoup d'autres compagnies, British Airways, etc. Donc nous sommes fiers d'être aujourd'hui un membre à part entière de One World et nous avons organisé la tournée One World dans les pays de l'Afrique, que ce soit l'Afrique francophone ou anglophone, où nous avons venu avec un message qui est nous apportons le monde à l'Afrique et nous apportons l'Afrique à One World. C'est important. One World aujourd'hui, il a accès à l'Afrique grâce à Royal Air Maroc. Nous avons aussi enchaîné par la suite avec la conclusion de partenariats stratégiques, notamment celui qui a été signé avec l'Office national du tourisme marocain pour la mobilisation des moyens communs pour la promotion de la marque Maroc. Nous avons également fait des tournées en Afrique où nous avons signé des partenariats avec plusieurs acteurs, notamment pour le tourisme religieux au Sénégal. Et j'ai eu le plaisir d'aller visiter, de conclure des partenariats avec à la fois les Tidjans et les Mourides, où j'ai visité la ville de Touba pour la promotion du tourisme religieux pour le Maroc. Nous avons aussi lancé une vaste campagne de communication pour cibler le client final, ce que nous avons appelé Reconnect with Loved One. Donc c'est vraiment le renouement avec l'Afrique. C'est une campagne émotionnelle puisque nous ne sommes pas uniquement un transporteur aérien. Nous sommes le transporteur de personnes qui voyagent pour accomplir des rêves. Donc nous sommes partie prenante de l'ambition de chacun, des projets de chacun. Donc nous avons lancé une campagne qui était vraiment 360 degrés, qui a ciblé tous les pays de l'Afrique pour parler du retour, le Reconnect with Africa. Aussi, nous sommes fiers d'être le sponsor de plusieurs événements culturels en Afrique et nous avons pu profiter dès le retour des rendez-vous culturels africains pour revenir, pour être le transporteur officiel de plusieurs manifestations comme le Massa, le FESPACO, les Écrans Noirs, la Biennale de Bamako, puisque nous sommes convaincus que la culture aujourd'hui est le meilleur moyen de bâtir ensemble un monde basé sur l'ouverture et sur la tolérance en transformant les différences de chacun en richesse civilisationnelle. Donc nous sommes aujourd'hui engagés auprès de l'Afrique pour accompagner les ambitions, pour accompagner les projets, pour accompagner l'art et la culture de manière générale. Alors j'aimerais aujourd'hui aborder le contexte de la mobilité intercontinentale du point de vue de la compagnie aérienne. À mon sens, si on veut aborder la question de mobilité continentale, il faut l'aborder dans un contexte beaucoup plus global, bien avant de parler de l'offre aérienne ou des tarifs. Le tourisme africain peut effectivement s'inspirer de bonnes pratiques et des avancées réalisées ailleurs, mais dans toute comparaison avec le contexte du tourisme mondial, il faut prendre en compte plusieurs aspects qui sont des particularités de l'Afrique. Je m'explique. D'abord, pour moi, le premier point à soulever, c'est l'éligibilité. Quelle est la population éligible au voyage international? Quels sont les détenteurs de passeports? Quid du pouvoir d'achat? Ou tout simplement l'accès aux moyens de paiement international? C'est le premier challenge auquel est confrontée la mobilité continentale africaine. Nous le constatons aujourd'hui à travers la dominance, à travers les flux fortement dominés par les diasporas dans le monde, mais surtout l'écart entre les fréquences de voyage. Je vais vous donner un ratio qui m'a toujours interpellée. Le ratio annuel de voyages par habitant en Europe est très élevé. C'est 1 voyage par habitant versus 0,1 voyage en Afrique. Le potentiel, il est juste énorme. Mais pour pouvoir l'exploiter, il faut vraiment travailler dans le fond, travailler sur l'éligibilité au voyage, donner le moyen aux citoyens africains pour voyager. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est les visas. Je pense qu'on en a, M. Atman Alami et les autres participants l'ont cité, mais je voudrais insister à mon tour sur les visas qui, pour moi, aujourd'hui, sont un facteur crucial dans cet effet fréquence. L'achat impulsif pour un voyage, pour un long week-end est inexistant en Afrique. On ne peut pas. On ne peut pas décider du jour au lendemain d'aller partir pour un long week-end dans un pays africain. La libre circulation ou les processus documentaires simplifiés contribuent énormément à la souplesse et la planification des voyages. C'est ce qu'on aide l'Europe d'ailleurs à maintenir sa première position mondiale avec près de 50% des flux touristiques mondiaux, 743 millions de touristes internationaux en 2019. Certes, le Maroc il a entamé les e-visas et nous saluons fortement cette initiative qui commence à donner des fruits, mais il gagnerait à être mieux communiqué, à être mieux facilité, à adopter des prix
compétitif, puisqu'aujourd'hui les prix restent quand même très élevés. Mais pour nous, c'est un début, comme ce premier événement est un début pour quelque chose, pour construire quelque chose ensemble. Je voudrais aussi donner l'exemple de la Turquie, qui a reçu en 2019 près de 52 millions de touristes internationaux. Même en période de Covid, le pays s'est démarqué par l'assouplissement des conditions d'accès avec sa forte volonté de préserver les flux touristiques. Le visa est tout simplement la clé de réussite pour développer la mobilité continentale. Tous ces exemples nous amènent à une conclusion simple. Le point de départ de toute stratégie touristique démarre par la culture de voyage qu'il faut développer, en s'adossant à une identité de marque claire et distincte, mais qu'il faut surtout garder en vue du taux de retour. Le taux de retour continental en Europe est le plus élevé, avec 3 voyages sur 5 en Europe qui sont intra-européens, contre 2 sur 5 sur l'Asie et uniquement 0,75 en Afrique. Vous voyez c'est à la fois porteur d'espoir parce qu'on voit toute la marge de progression que nous pouvons avoir. Nous avons de ce fait une belle opportunité de développement en Afrique qui peut nous permettre, si elle est bien exécutée, de doubler rapidement les volumes touristiques. Pour ce faire, le point de démarrage essentiel, c'est la connaissance du client touristique africain. C'est bien de s'inspirer des benchmarks et faire des comparaisons, mais il faut connaître le client, le touriste africain. Qui sommes-nous par rapport aux autres touristes continentaux? Qu'est-ce qui nous distingue par rapport aux touristes européens ou par rapport aux touristes asiatiques? En Asie, les habitudes de voyage sont très organisées en groupe, avec des achats anticipés via des tours opérateurs jusqu'à une année en avance, incluant une offre séjour complète, aérien, hôtelier, transfert et excursion. C'est le cas d'une partie de l'Europe également, mais d'une manière globale, le client touriste mute vers un achat digital à 100%, de la collecte d'informations, comparaison des tarifs jusqu'à l'achat définitif. C'est un segment également connu par une forte sensibilité au prix, une flexibilité sur les dates de voyage et parfois même sur le choix de les destinations. Souvent, ce n'est pas la destination qu'ils achètent, mais plutôt l'expérience du voyage, partagée par d'autres. Qu'en est-il du touriste africain? Le connaît-on réellement pour concevoir des offres qui lui correspondent? Aujourd'hui, nous avons fait plusieurs tentatives au sein de Royal Air Maroc avec des packages destinés à l'Africain. Et on nous rend donc compte que chaque segment est particulier. Chaque segment a un besoin particulier. Donc, si nous n'avons pas cette connaissance fine des segments des voyageurs, cette connaissance fine des attentes du touriste africain, nous ne pouvons pas venir et lui faire des propositions pertinentes. Il faut que la proposition soit pertinente, il faut qu'il colle aux attentes, il faut qu'il soit facilité, il faut qu'il soit communiqué. Donc nous observons en tout cas plusieurs décalages par rapport aux standards asiatiques et européens. Les achats en Afrique, ils sont très tardifs, les durées de séjour, ils sont trop longs, la dépendance aux intermédiaires pour l'achat, parce que le canal digital n'est pas développé, et souvent une saisonnalité très forte. Tout cela, d'un point de vue aérien, met la pression sur les capacités, difficiles à prédire, et sur les tarifs, difficiles à protéger, sur des avions qui se remplissent à l'avance. Donc aujourd'hui, le modèle, le comportement de consommation, il n'arrive pas à être intégré de manière fluide dans le comportement global d'une organisation, d'une compagnie aérienne. Les moyens n'étant pas illimités, nous devons trouver les moyens de ramener le consommateur, le touriste africain, à adopter progressivement les mêmes comportements d'achat pour qu'il trouve sa place au sein du panorama aérien. Les difficultés aux contraintes que nous voyons donc, si on veut résumer, touchent 4 grands volets. D'abord, la communication. Cette première initiative de forum dédié au tourisme est fortement saluée et c'est un excellent démarrage pour mettre en liaison les spécialistes du tourisme des différents pays. L'exemple européen est à retenir avec un planning très riche et très dense de salons et forums touristiques annuels qui sont devenus des rendez-vous incontournables. Nous rêvons d'avoir des rendez-vous annuels identiques aux rendez-vous auxquels nous participons en Europe. Quand on parle du Topresa, quand on parle du salon de Londres, aujourd'hui nous rêvons d'avoir le salon du tourisme de Casablanca, le salon du tourisme de Dakar, le salon du tourisme d'Abidjan. Il faut qu'on travaille tous ensemble à asseoir de manière institutionnelle des rendez-vous pour des salons, des rendez-vous de rencontres, pour mettre les professionnels en commun, pour développer des offres communes. Le deuxième volet pour moi, c'est la notoriété, notamment digitale,
qui est un point crucial dans toute approche marketing autour du tourisme. C'est une avancée comportementale à mettre en avant pour gagner rapidement en marketing direct, que ce soit en termes de portée ou de délai de déploiement. Ce n'est qu'en développant le digital que nous aurons accès au client final, nous aurons accès à ses habitudes d'achat, à ses comportements et que nous pourrons mieux le servir. Le troisième point, c'est la levée progressive des contraintes. Les visas dans un premier lieu, mais à terme les moyens de paiement sont aussi un frein qu'il faut anticiper et solutionner. Enfin, un point crucial pour nous, opérateurs aériens, la structure de coût. La structure de coût en Afrique, elle est très élevée comparée à la structure de coût en Europe, par exemple. Je parle du handling aux aéroports, je parle des frais des touchés aux aéroports, je parle du fueling. Cette structure de coût elle est inadéquate pour le développement des flux qui ne cessent d'augmenter. Toutes les expériences low cost en Afrique se heurtent à ce contexte de la cherté des coûts. Quelques exemples sont choquants. Quand on voit sur certains pays, les taxes aéroportuaires représentent le tiers du billet de prix. Aujourd'hui, nous avons tout un chemin à parcourir ensemble pour la compétitivité aérienne. On ne peut pas avoir une low cost ou des compagnies compétitives si nous n'avons pas une structure de coûts compétitive en Afrique. Il est impossible pour aucun acteur aérien de résorber ses coûts et garder une offre tarifaire attractive. En conclusion, la mobilité continentale africaine est un axe stratégique d'avenir qui présente des marges très intéressantes de développement malgré la présence de quelques contraintes. Une feuille de route bien tracée nous permettra de stabiliser un train progressif sur les prochaines années. À Royal Air Maroc, nous mettons cet axe au cœur de notre stratégie commerciale et nous l'abordons dans son contexte en essayant de composer avec les contraintes externes, mais nous nous inscrivons pleinement dans une vision de développement. Je vous remercie. Donc, Madame Ilham Kazini, elle a tout dit à propos de la mobilité aérienne. Et la Royal Air Maroc a bien compris l'importance de la mobilité intra-africaine et travaille dessus depuis longtemps. Mais c'est vraiment quelque chose à développer bien sûr, avec le soutien de toutes les nations africaines. Et la deuxième question qui se pose, c'est aussi le problème des visas entre les pays africains. Quel est l'état des lieux des démarches consulaires pour la mobilité des populations africaines pour le tourisme? Monsieur Kouadio Marcel Gogo est parmi nous pour nous éclaircir sur cette question. Bienvenue, Monsieur Gogo. Je voulais d'abord saluer l'ensemble des personnalités importantes qui sont là et profiter pour transmettre notre salutation depuis la Côte d'Ivoire, notre pays. Et j'ai dit aussi merci aux organisateurs qui ont organisé ce forum de façon professionnelle. Et là où l'Afrique se réunit, nous sommes toujours là au nom du tourisme. Je suis au pays de Mustapha El Adawi. Ça a été toujours un rêve depuis 1988 de pouvoir visiter ce beau pays qui est le Maroc. Je salue mon ami et frère, Mohamed Saouti, qui représente aussi notre structure RAPT ici au Maroc. Pour ceux qui n'ont pas assez d'informations, nous sommes le réseau africain des professionnels du tourisme qui est installé dans 22 pays. Et j'ai chaque fois dit, parce que la mobilité est tellement importante, c'est le deuxième panel que j'ai fait cette année sur la mobilité au niveau de l'Afrique. J'ai pris l'image, une représentation. Je disais chaque fois que la mobilité est semblable à un homme qui a un gros arbre dans sa cour. Et l'arbre menace de détruire sa maison. Et alors, chaque année, il prend la tronçonneuse, il coupe les branches. Et à la saison prochaine encore, les branches commencent à pousser. Et chaque année, il coupe les branches et l'arbre est en train de grandir menace encore sa maison. Il coupe les branches et l'arbre continue de pousser. Alors il s'est arrêté une fois, il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il faut couper les branches? Parce que quand on continuera de couper les branches, je pense que l'arbre commencera à pousser à la saison pluvieuse. Alors il faut mettre la tronçonneuse à la racine de l'arbre.
Et quand l'arbre va tomber, je pense que les branches ne pousseront plus. C'est ça la mobilité. C'est ce que nous avons en Afrique. La mobilité, c'est un axe central. Je pense que notre intervenant a déjà tout dit en ce qui concerne ma présentation, mais je vais présenter ce qu'elle n'a pas dit. C'est l'axe central du développement du tourisme en Afrique. On ne peut pas penser au développement du tourisme en Afrique tant qu'il n'y a pas de mobilité. Quand il y aura mobilité, nous penserons des problèmes du tourisme en Afrique. Je vais passer directement pour mentionner un peu les propositions. Vous savez, au niveau de l'Afrique, nous avons un réel problème. Et le réel problème que nous avons, c'est que les potentialités ne sont pas du tout connues. Nous avons les attractions actuellement qui sont dotées d'un grand intérêt historique, touristique, qui ne sont pas développées de manière optimale. Regardez la mosquée de Hassan II, la basilique Notre-Dame de la Côte d'Ivoire, quelques sites écotouristiques fantastiques et intéressants parce que nous avons le plus grand potentiel au niveau mondial. Moi, je le dis à chaque fois, l'Afrique, c'est un gisement. Le continent africain ne tire pas pleinement profit de son potentiel historique. Les richesses même échappent aux Africains. Combien sont les Africains qui connaissent l'Afrique? Combien sont les Africains qui connaissent l'Afrique? Nous ne sommes pas nombreux qui connaissons l'Afrique. Alors que le potentiel, nous en avons. Malgré les accords que nous avons faits avec les nombreux accords, maintenant nous sommes au stade de ZLECAf. Nous espérons bien que ça va marcher parce que nous sommes engagés. Nous sommes tous liés et nous avons obligation de pouvoir mettre en place quelque chose qui peut marcher. Au niveau du réseau africain des professionnels du tourisme, nous recommandons qu'on engage des réformes en profondeur au niveau continental. Et c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Une procédure à 100% en ligne, la suppression de certaines taxes qui grèvent sur le billet. Regardez l'exemple de la Côte d'Ivoire que nous avons. Comment vous pouvez comprendre qu'un Ivoirien qui part au Burkina a presque le même billet, le même tarif et le même coût que celui qui part en France? Les billets au niveau de l'Afrique sont encore chers. Il faut réduire. C'est ça le problème. Quand le ministre disait tout à l'heure, nous avons mis en place toutes choses, mais ça ne marche pas. Mais ça ne marchera pas si les billets coûtent cher. Il faut essayer de trouver une solution à ça. Il faut faire la suppression de certaines taxes. Il faut le faire. Parce que nous voulons vraiment développer et repenser notre tourisme. Il faut s'inspirer aussi des modèles qui ont reçu dans le monde. J'ai eu la chance de visiter, d'étudier dans certains pays d'Asie, comme elle a dit tout à l'heure, la Thaïlande, l'Inde et le Japon. Mais je vous dis, vous arrivez à Taj Mahal, en Inde, ce sont les Indiens qui visitent d'abord Taj Mahal. Ce sont les Japonais qui visitent Taj Mahal. Ce sont les Chinois qui visitent Taj Mahal. Moi, je voulais voir Hassan II être visité par des Ivoiriens, être visité par des Sud-Africains, être visité par des Maliens, être visité par des Botswanais. C'est d'abord ça. Avant de compter sur l'extérieur, nous devons compter sur nous-mêmes. C'est ça. Et l'Afrique, nous n'avons que penser à l'extérieur. À l'extérieur, c'est d'abord l'Afrique. Et nous avons le pouvoir de le faire. Nous avons le pouvoir de le faire parce qu'il y a certains pays qui l'ont fait dans le passé et qui sont en train de faire à présent, et ça a marché. Regardez aujourd'hui le visa entre le Rwanda, entre l'Ouganda, entre le Kenya, ça marche. Tu prends le billet à partir du Kenya, tu peux visiter l'Ouganda, tu peux visiter le Rwanda, tu peux visiter certains pays. Hier, quand je m'entraînais, il paraît même que l'Éthiopie fait partie. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Au niveau de l'Europe, ils ont le Schengen. Mais la Thaïlande que je connais bien, où j'ai étudié, ils viennent de faire la suppression des visas pour certains pays, 53 pays environ. Pourquoi le Maroc? Regardez comment je suis venu en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Maroc parce qu'il n'y a pas de visa entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. J'ai pris mon passeport, j'ai pris mon vol et je suis arrivé sans problème. Nous pouvons le faire pour l'Afrique. Et là, je le dis, voilà une proposition que j'ai faite. Il faut mettre en place un plan Kounous Bilardi africain. Oui, je le dis.
Il faut un plan Kounous-Bilardi africain. Pour ceux qui ne connaissent pas le plan Kounous-Bilardi, c'est l'un des meilleurs plans que le Maroc a mis en place, même s'il y a eu des défauts. D'autres pensent qu'il y a eu des défauts, mais moi je pense qu'il fallait faire tout simplement un diagnostic. Il fallait faire tout simplement un diagnostic, un état des lieux. Le plan SWOT pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour qu'on puisse trouver la solution. Le plan Kounous-Bilardi africain peut nous aider, où les opérateurs hôteliers, les agences de voyage, les transporteurs, on va se réunir, on va s'asseoir pour dire, voilà, nous voulons développer le tourisme en Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on dit, on associe les opérateurs ivoiriens, on associe les opérateurs marocains, on associe les opérateurs sud-africains. L'Asie l'a fait, mais ça marche. Pourquoi l'Afrique ne peut pas faire? Eux, on s'attend à l'extérieur. Un plan Kounous-Bilardi africain, et cela peut commencer par le Maroc, par la Côte d'Ivoire, par le Burkina, par le Mali. Ça peut se faire. Quel est le problème? On veut toujours prendre le problème en haut, au plan macro, alors qu'il faut prendre le problème au plan micro, méso et macro maintenant. Mais à partir de là, nous pouvons le faire, le plan Kounous-Bilardi. Le Bilardi, ça a marché. C'est vrai, il y a eu des tas, mais on peut le faire pour l'Afrique. On peut le faire pour l'Afrique, moi je crois. On peut le faire pour l'Afrique et ça peut marcher. De trois, nous, il faut créer des partenariats pour stimuler les voyages régionaux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau du réseau africain des professionnels du tourisme. Nous sommes pour le moment 22 pays. Certains me disent, mais 22 pays, je dis, mais ça va marcher. Parce que quand on est unis, on peut faire toutes choses. Quand il y a le partenariat, aujourd'hui, grâce à RAPT, j'ai connu Mohamed Saouti. Je connais certaines personnes au Tchad. Je connais certaines personnes au Burkina. Je connais certaines personnes en Afrique du Sud, au Kenya et autres. Et quand nous sommes unis, nous allons fédérer nos actions. Et regardez, aujourd'hui, l'Europe va sur des marchés en groupe. La France, l'Allemagne et autres, il faut un groupe. L'Asie, avec le salon, le Jata au Japon, ils vont en groupe, mais l'Afrique va individuellement. Le Maroc va, la Côte d'Ivoire va. Nous voulons tous vendre individuellement. Alors que si nous avons un produit groupé dans un cas de partenariat, je pense que nous pouvons vendre, mettre en place des produits solides. Au fait que le touriste qui vient au Maroc, il peut visiter la Côte d'Ivoire dans le cas de partenariat, il peut visiter le Gabon, il peut visiter le Burkina Faso. Je le dis, pour terminer, nous n'avons plus le choix. L'Afrique n'a plus le choix. Regardez, la pandémie du Covid-19 a montré que nous n'avons pas le choix. Soit nous repensons, soit nous nous unissons, soit nous laissons tomber et on attend la mort. Ah oui, je le dis, hein, soit nous laissons tomber. Regardez, avec cette pandémie du Covid-19, vous avez vu, les pays d'Europe sont en train de se fermer. Clair? Parce qu'ils ont constaté que le flux qui sortait de leurs différents pays était énorme. Les touristes français qui sortaient envoyaient de l'argent en Allemagne et autres, et ils ont fermé. Ils ont vu que le flux est énorme. Donc, de plus en plus que l'année avancera, ils essaieront de fermer pour ne pas venir. Mais avec l'Afrique, nous avons tout à l'heure que nous avons près de 1 milliard et quelques. Imagine 1 milliard de touristes, même je suppose 10 millions d'Africains au Maroc, 5 millions d'Africains en Côte d'Ivoire, 5 millions d'Africains au Burkina. On aurait gagné. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, M. Marcel. Vous avez une intervention très, très chaude, qu'on applaudit très fort. Merci beaucoup. Et vous avez parlé des richesses touristiques africaines qui sont très mal exploitées par les Africains. Vous avez parlé aussi des tarifs excessifs de l'aérien qui ne facilitent pas la mobilité continentale. Et vous avez parlé de Kounous-Bilardi à l'africaine. Pourquoi pas, M. Bentahar? Et aussi que l'Afrique, il ne peut compter que sur soi-même. Maintenant, on va entamer un autre intervenant. Le Royaume du Maroc a lancé depuis le 10 juillet 2022 la procédure de l'octroi de visa électronique e-visa.
via une nouvelle plateforme afin de faciliter l'octroi des visas aux ressortissants étrangers soumis à cette formalité. Pour savoir son retour d'expérience sur le e-visa marocain, j'invite Madame Tasnim Adamji pour son intervention qui va nous parler aussi des wins et des challenges pour le développement du tourisme en Afrique. Madame Tasnim, à vous la parole. Merci. Jambo. Bonjour. Assalamu alaikum. Je suis Tasnim Adamji, donc du Kenya. Je suis très heureuse d'être là, de partager les perspectives au fait de l'Afrique de l'Est, l'Afrique anglophone. C'est très loin de vous, mais au fait très proche, parce qu'à la fin de tout, nous sommes tous des Africains, n'est-ce pas? Tout d'abord, je réponds à ce que Soumia m'a posé la question. Quand on a été invité par la CETAT et mon ami M. Alami, merci, il fallait faire le visa. Il existe une ambassade à Nairobi, une ambassade de Maroc, et on sait que quand on demande le visa à l'ambassade marocaine à Nairobi, on doit compter entre 15 et 20 jours pour avoir le visa. Or que le e-visa marocain, bien sûr, soumis au fait qu'on doit avoir soit un Schengen, ou un visa Angleterre, ou un visa américain. Donc, quelque part, il y a aussi quelque chose qui est caché dedans, c'est-à-dire que le contrôle, la vérification sécuritaire est faite par ces pays-là, donc c'est plus facile. Mais même avec ça, on a eu notre visa en 6 heures. 6 heures. Et ça, pour Maroc, je vous dis qu'il n'y a que le Kenya qui est en top. Parce que le Kenya, le e-visa, aujourd'hui, vous pouvez l'avoir en maximum 2 heures. C'est un vrai last minute, ça se permet au Kenya. Donc ça, nous sommes vraiment très fiers de notre portail e-visa. Mais Maroc, franchement, 6 heures avec un paiement très sécurisé, très rapide, avec les reçus par email, vraiment tout de suite, pratiquement. On a lancé le visa et on a eu le reçu et 6 heures plus tard, on avait notre visa. Donc pour ça, excellent. Je parle de l'Afrique et le développement intra-African trade. Je vais switcher entre anglais et français. J'espère, bon, si vous ne suivez pas, peut-être juste me poser une question. Ça, on sait tout. Mais c'est vrai que mes collègues, mes confrères ont parlé de mobilité et de visa, on a parlé aussi. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas encore réalisées. D'abord, le potentiel de l'Afrique. Et en Afrique de l'Est, je crois qu'on a déjà avancé en certains pas. Et je vais partager, je suis fière de partager avec vous quelques chiffres qui montrent comment on est arrivé là. Voici les wins. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Déjà, East African Cooperative, ça fait 7 pays au monde, en Afrique aujourd'hui. Kenya, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Ouganda et Democratic Republic of Congo, le nouveau, et le dernier, c'est South Sudan. Ça représente 300 millions de population dans la région. On parlait de comment, au fait, quel est le catalyste pour... On a tous vécu Covid, n'est-ce pas? Et on a tous réalisé qu'on était vraiment devant des marchés internationaux pour remplir nos hôtels. Le Kenya a une industrie touristique qui date de 1948. C'est quand même une industrie très mature, très bien établie. Et on était franchement, avant 2013, 80% de notre chiffre de visiteurs venaient de l'extérieur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes à 54% de remplissage domestique et East African. Et on est très fiers de ça. On a lancé 2 campagnes. En 2015, Tembea Kenya, ça veut dire visiter le Kenya.
Et en 2020, Tembea Nyumbani avec les 6 pays, maintenant 7 pays de l'Afrique de l'Est. Et ça veut dire que qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des packages avec des prix résidents valables pour tout le monde. Si vous êtes un Kenyan allant en Rwanda, vous payez résident. Vous êtes un Rwandais qui vient en Tanzanie, vous payez résident. Et on a même, pourtant que l'Éthiopie ne fait pas partie de East African Cooperation, on a même accordé à l'Éthiopie, parce que c'est quand même un pays qui bordure l'Afrique de l'Est, les mêmes conditions. Donc, un Éthiopien venant au Kenya paye un prix résident. Je vous cite tout simplement une différence. Un Kenyan va payer $10 pour entrer dans un parc national. Un étranger va payer $70. Voici la différence. Donc, devant nous, et ce fait que l'Afrique de l'Est a pu le faire, pourquoi pas l'Afrique en son entièreté? Nous avons ces conditions maintenant aussi avec l'Afrique du Sud et très prochainement avec l'Égypte. Donc, on commence à faire vraiment un intra-African trade possibility. Mais il faut que ça soit abordable. Donc, l'aérien est une partie, le visa est une autre partie. Extensive development in road and rail network. Tout d'abord, on disait à M. Othman l'autre jour, when was the last time you did something for the first time? Et j'ai dit, mon mari et moi, ici, on a pris le TGV sur la terre africaine à 314 km à l'heure entre Casablanca et Tanger. Bravo Maroc. Bravo. C'était excellent. That was the last time we did something for the first time. La terre africaine. C'est possible. Tout est possible. Aujourd'hui, Mombasa est relié avec Nairobi et prochainement dans 2 ans avec Kampala, avec Kigali par le SGR. Avec un prix vraiment abordable. Qu'est-ce qui nous a aidés à remplir nos hôtels balnéaires sur la côte kenyane? C'est ce train-là. En classe économique, on est à $8 l'aller. 5h30, complètement sécurisé. Donc, quiconque peut faire un voyage à la plage. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, mobilité est très important et on n'en parle pas que de l'aérien. Il faut qu'on se mobilise aussi l'interne de nos pays. Online Visa, on a parlé et mon collègue Marcel a parlé de East African Tourism Visa, les 3 pays signataires de East African Tourism Visa. Pour un visa, vous pouvez visiter 3 pays. Online, toujours, et émis dans maximum 24 heures. Et le scoop, c'est la signature entre Kenya et l'Afrique du Sud pour un free visa entry. À partir du 1er janvier 2023, un Kenyan peut aller en Afrique du Sud sans visa. 30 jours et pareil pour un Sud-Africain venant au Kenya. Voici ce qu'il nous faut. Voilà. Il y a une chose qui est très importante, c'est que les Africains, nous voyageons jamais que pour le loisir. Nous voyageons pour le pleasure. Business, leisure. Parce que nous avons 2 yeux, on est toujours ouvert à est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire là? Est-ce qu'il y a un partenariat? Est-ce que je peux faire ça? N'est-ce pas? C'est toujours comme ça. C'est comme ça qu'un Africain marche. Et on a vu que nos touristes africains sont des pleasure touristes. Ils viennent peut-être pour du business, mais ils viennent aussi pour le loisir. Nairobi, c'est la seule capitale au monde qui a un parc à son entrée, un parc national avec les animaux sauvages. Les gens qui viennent pour le business, pour les conférences, pour les meetings, ils font toujours une petite sortie pour aller là-bas. Et il faut toujours penser à ce qu'on peut proposer à nos clients, meeting et business. Un petit bouquin, 48 hours in Casablanca, ça serait bien. 48 hours in Abidjan, ça serait bien. Il y a de quoi faire. Je souligne, nos amis, nos frères nigériens restent toujours les biggest spenders. Ils ont une bonne poche. Hein. Et aujourd'hui, pour le Kenya, il y a 2 pays
qui sont devenus vraiment très grands pour nous, pour les mariages. Destination Wedding. Ouganda, 200 mariages l'année dernière. 200. Et quand on parle d'un mariage ougandais, on parle de 100 personnes minimum. Et nigérien, pour tout ce qui est destination, birthday, destination anniversary, destination baby moon, destination, tout ce que vous voulez, ils viennent, ils prennent des hôtels en exclusivité, ils dépensent beaucoup plus qu'un Européen. Nigérien. Mais bon, c'est difficile, il n'a pas son visa si facilement, sauf au Kenya, il a un e-visa tout de suite. Quels sont nos challenges? The elephant in the room remains Open Sky. Open Sky, c'est pas facile parce que pour une compagnie aérienne, j'imagine Madame Ilham ici de la RAM aussi, c'est très bien que pour donner un vrai Open Sky, il faut avoir la structure et la subvention derrière. Parce qu'un vrai Open Sky, ça veut dire vous permettez à une compagnie aérienne de l'extérieur venir vous prendre votre marché. Presque. Aujourd'hui, on a un débat au Kenya entre Emirates et Kenya Airways. Parce que Emirates demande 3 vols par jour sur Nairobi. Kenya Airways, ils en ont que. On sait que Emirates est subventionné largement. Ils ont des gros appareils, un très bon service. Et qu'en face de Kenya Airways, ça serait impossible de prendre leur marché. Et donc, pourtant qu'on a la signature d'Open Sky, on n'est pas encore là. Et le jour que les pays africains vont admettre qu'il faut laisser le marché pour pouvoir développer le marché africain, il faut laisser que les gens arrivent, que Kenya Airways ait le droit de faire un Nairobi, Accra, Dakar en prenant des passagers entre Accra et Dakar pour arriver en retour à Nairobi. Ça, il faut un peu de guts. C'est pas facile pour les compagnies aériennes. Mais j'ai des good news aussi. Le 18 novembre, Single Air Transport Marketing, un treaty a été signé le 18 novembre entre 35 pays, 15 qui sont signataires tout de suite, dont le Kenya Airways, Rwanda, Royal Air Maroc, l'Ethiopian Airlines, pour développer les routes africaines et pour augmenter les routes d'ici premier trimestre 2023 sur toute zone où opèrent ces compagnies aériennes. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique en général. Qui que soit l'Afrique de l'Ouest, Nord, Est, l'Afrique australe, je crois que c'est important que ces compagnies aériennes signent cet accord. Donc au niveau de IATA Afrique, c'est signé. Maintenant, le 5 décembre à Dakar, quand ils vont réunir à nouveau les compagnies aériennes africaines, ils vont projeter maintenant quelles sont les routes qu'ils vont développer dans chaque zone. Si ça se fait et ça ne reste qu'une stratégie ou sur un papier, ça peut nous faire une réduction de 27% sur les tarifs aériens. 27%. Créer 600 000 plus de jobs sur l'Afrique et presque 4 milliards de dollars de GDP en supplément. C'est énorme. Donc, déjà, le premier pas est là et nous avons des bonnes compagnies aériennes qui sont signataires de ce treaty. Je vais juste... Il y a un point qu'on oublie, c'est les maladies, les yellow fever, Ebola, tout ça. De temps en temps, ils nous sortent ça, hein, comme ça. Il y a eu récemment en Ouganda, Ebola. Alors, arrêtez, tout le monde n'y va pas. Yellow fever, vaccin fièvre jaune. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas rentrer en Éthiopie. Si vous sortez du Kenya pour aller en Tanzanie à côté, vous avez en obligation fièvre jaune. Sinon, vous ne rentrez pas. Ce sont on va dire, c'est historique, c'est même préhistorique. Ça s'est resté sur les bouquins de World Health Organization, mais qui a revisité? Nos pays doivent les revisiter et doivent absolument mettre en ordre ces demandes de vaccination.
qui sont même plus valables. Parce que si vous êtes vacciné fièvre jaune, vous êtes vacciné à vie. Donc, vous n'avez pas besoin de montrer ces papiers. Et lack of product knowledge. Ce que mon ami Marcel a parlé de ça. Nous, les Africains, on ne connaît pas l'Afrique. On ne connaît pas. Qui connaît ce que nous avons en Afrique de l'Est? Très peu de gens. Que le plus haute montagne en Afrique, ça se trouve en Tanzanie, Mount Kilimanjaro. Et le deuxième, Mount Kenya. Et le troisième, c'est Atlas. Très peu de gens. Que vous pouvez faire de la plongée sur la zone de l'Afrique de l'Est, la côte africaine, elle est magnifique. Elle est 24 degrés à l'année. Elle est vraiment magnifique. Qui connaissait que moi, je pouvais aller dans la Cité Bleue à Shawen? Mes collègues kenyans, mes compatriotes là-bas connaissent peu. Je parle aussi de l'Égypte. Heureusement qu'il y a de plus en plus des programmes, puisqu'on est en ligne, que l'Égypte, Kenya, historique en Égypte et le safari au Kenya. Ça fait des beaux programmes. Historique en Éthiopie, safari au Kenya. Et pareil, en Afrique de l'Ouest, vous avez une richesse énorme de la musique et de l'art. Il y a des festivals. Je dis, l'Afrique de l'Est, c'est vraiment la région festival de l'Afrique. Personne ne connaît. En Afrique australe, Afrique anglophone, on ne connaît pas du tout. Parce qu'il y a un manque de marketing. Et c'est ça qu'il faut rapprocher. Qu'est-ce qu'on connaît de notre beau continent? Il est magnifique. Il est vraiment magnifique, mais on connaît très peu de ça. Et donc, le relais est à nous, les professionnels également, mais aussi le citoyen, de créer des ambassadeurs de chaque région en disant, voilà, je suis là, j'habite à New York, mais je parle de Shawen. J'habite à, je sais pas, au Brésil, à Rio de Janeiro, mais je parle de Cape Town. C'est ça qu'il nous faut. Dans nos diasporas, on peut avoir des ambassadeurs, partout. Et ça, c'est gouvernemental, on peut le faire. Je vais juste, ça c'est important parce qu'il reste toujours que nos VFR, Visiting Family and Friends et Holiday restent comme les premiers purpose of visit. Alors ça c'est important parce que regardez qu'on était en Covid 2020 et 2021, mais on a quand même rajouté le nombre de chambres au Kenya, hôtellerie, augmentation d'hôtellerie. Pourquoi? Parce que nous avons un gros marché domestique et régional. Deuxième chose, ces hôtels n'ont pas été développés uniquement dans des grandes villes. Elles étaient développées dans les 2-tier and 3-tier cities. Ça veut dire en dehors de Nairobi et Mombasa, dans des régions comme Nakuru, parce que le Kenya, c'est décentralisé complètement, c'est devolved. Nous avons 47 régions au Kenya. Et chaque région a une capitale. Et ces hôtels ont été développés dans ces villes capitales des régions. Beaucoup de développement pour le marché local. Et ça, c'est domestique et régional, évidemment, bed nights. C'est important ça pour nous parce que ici, c'est le potentiel de l'Afrique pour le outgoing. En 2023, nous estimons que 7 millions des Sud-Africains vont voyager à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'ils vont choisir Portugal? Est-ce qu'ils vont choisir l'Égypte? Est-ce qu'ils vont choisir le Maroc? Ça reste maintenant à nous d'aller proposer. Venez dans nos pays. Venez découvrir l'Afrique. Maroc est à 3 millions, en disant, et Tunisie à 2,3 millions, le Kenya à 1,8 million. Ce sont les chiffres qui vont donc pour le outgoing de ces pays-là. Donc regardez le potentiel que nous avons pour développer que ces outgoing n'aillent pas ailleurs, ou même si ça aille ailleurs, 50% reste chez nous, en Afrique. Donc, est-ce qu'on a le produit à leur proposer? C'est ça qui serait le sujet. Et ça, c'est Incoming into Kenya.
2022. Regardez Ouganda, numéro 1, suivi par la Tanzanie, Somalie, Nigeria, Rwanda, Éthiopie, South Sudan, South Africa, DRC, Congo, Burundi. Ça représente donc au fait que l'Afrique en lui-même et la régionale est très, très important. Jetons le flier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tasnim, pour cette présentation. Et l'expérience de la East African Cooperation, qui a réuni 7 nations africaines, est très, très intéressante. Vraiment, c'est quelque chose à développer pour le reste des autres pays africains, pour avoir, pourquoi pas, un espace Schengen africain, ouvert à tout le monde, avec des facilités de visa, avec des prix attractifs de l'aérien. Et aussi, il y a beaucoup de challenges à relever en Afrique, dans l'Open Sky, le développement des routes aériennes et faire connaître l'Afrique chez les Africains pour visiter nos différents pays. Et maintenant, notre président de la commission mobilité, M. Karim Beina, va faire un récap sur les freins de la mobilité aérienne et des visas qui connut notre continent africain. À vous la parole, M. Karim Beina. Bonjour, messieurs les ministres, messieurs les présidents, chers amis, chers collègues. Je tenais premièrement à remercier les organisateurs pour cet événement, en fin de compte qui montre l'intérêt qu'on a tous, les Africains, à vouloir travailler ensemble et voir comment, dans un avenir proche, on peut enrichir davantage notre beau continent et en étant dans une collaboration totale entre Africains. L'intervention des personnes, des speakers auparavant, fort intéressante et enrichissante. En fait, ils ont dit beaucoup de choses, de très belles choses. Donc, je vais vous parler essentiellement de l'Open Sky qui a été décidé au niveau du continent africain. Au début, ça va être un petit peu académique, mais c'est bien un peu d'asseoir les fondamentaux, qu'est-ce qui a été décidé. Et ces décisions ont une force, c'est qu'elles vont de l'avant et je pense qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Et c'est une très belle chose pour l'Afrique. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que le marché unique du transport aérien africain, qu'on appelle communément le MUTA? Le marché unique du transport aérien est un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, ayant comme initiative à créer un seul marché unique du transport aérien en Afrique, à libéraliser l'aviation civile, à y impulser l'intégration économique et à l'adoption dans le futur d'un passeport africain, sur les aspects sur lesquels vous avez parlé. Alors, quelles sont les origines? C'est important de cette décision qui a été créée de créer l'Open Sky africain, le MUTA. En 2015, l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement ont adopté la déclaration sur la création d'un marché unique du transport aérien en Afrique et s'est aussi engagé depuis à appliquer très rapidement les principes de la décision de Yamoussoukro qui datait de 1988 et 1999, en étroite collaboration à cette époque avec la Banque mondiale, qui consiste à lancer le marché unique du transport aérien africain d'ici 2019. En fin de compte, ce marché a été lancé théoriquement en 2018 par l'Union africaine et, comme je vous l'ai dit, le MUTA ambitionne de dynamiser le transport aérien à travers la création d'un marché unifié du transport aérien en Afrique, à libéraliser l'aviation civile sur ce continent et à impulser l'intégration économique. En Afrique, l'industrie du transport aérien peut jouer un rôle central et pivot dans la croissance socio-économique, et en ce sens qu'elle favorise l'intégration territoriale et régionale entre les régions africaines et entre les pays, renforce les échanges commerciaux panafricains et mondiaux et crée des emplois dans de nombreux secteurs tels que le tourisme, ce qui nous réunit aujourd'hui, l'industrie et le commerce.
Selon l'Association du transport aérien international IATA, le secteur a soutenu directement plus de 6 millions d'emplois à travers le continent en 2021-2022, tout en contribuant à son PIB à hauteur de 56 milliards de dollars. Ce sont des montants qui sont non négligeables et qu'il faut prendre en compte. En outre, cet Open Sky va, comme l'a dit une de nos speakers auparavant, va permettre d'augmenter la fréquence de vols intra-africains entre 27 et 35%. Mais surtout, va pousser à diminuer les prix des billets d'avion pour les passagers. Selon IATA, à ce jour, 34 pays ont adhéré à l'Open Sky africain, ce qui représente 80% du marché de l'aviation existant en Afrique. Le marché unique du transport aérien africain repose sur une politique de libéralisation totale. Il est prévu que cette libéralisation améliore les niveaux de services aériens, renforce la concurrence entre les itinéraires qui entraînera des tarifs plus compétitifs, de l'ordre de 35%, stimulera le volume du trafic supplémentaire, favorisera le tourisme local, régional et intra-africain, le commerce, les investissements. Comme vous l'avez si bien dit, madame, en fin de compte, l'Africain, quand il voyage, c'est aussi bien pour le business que pour faire un peu de business, et favorisera le commerce et d'autres secteurs d'économie, et entraînera l'accroissement de la productivité et une augmentation de la croissance économique et de l'emploi. Alors, quels sont les avantages d'une libéralisation du transport aérien en Afrique? Afin de sensibiliser davantage la libération du transport aérien, en 2019, l'Union africaine et IATA ont commandité une étude sur les avantages de la libération complète des transports aériens entre 12 pays africains. Le Maroc, l'Angola, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Namibie, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tunisie et l'Ouganda. L'étude a indiqué qu'une connectivité aérienne intégrale entre ces 12 pays augmente le PIB de 1,3 milliard de dollars, créant plus de 200 000 nouveaux emplois directs dans le transport aérien, et le consommateur pourrait bénéficier d'économies en termes de billets de 35%, soit un saving pour le consommateur au total de près de 500 millions de dollars, et pourrait profiter d'un plus grand confort et de gains de temps vu les fréquences qui vont augmenter. Environ 5 millions de passagers qui ne peuvent pas actuellement voyager en avion pourront le faire, car l'accroissement de la concurrence entre les compagnies aériennes entraînerait une réduction des tarifs. Bien entendu, pour garantir l'intégration économique de ce continent, la connectivité aérienne doit s'accompagner, et ça c'est un des points sur lequel je pense l'ensemble des pays africains doivent travailler de concert et prendre l'exemple de ce qui a été fait en Europe avec Schengen, c'est la libre circulation des personnes. Sans libre circulation des personnes, eh bien, nous ne pourrons pas avoir un Open Sky qui puisse être efficient. Sur un autre point, et Madame Casini l'a mis en avant, d'un point de vue purement aérien et aéronautique, c'est-à-dire les aspects qui sont très importants, c'est-à-dire que les compagnies aériennes peuvent, bien entendu, décider de voler d'un point A à un point B, mais il est indispensable d'améliorer et de mettre aux normes les infrastructures aéroportuaires dans un certain nombre de pays, d'améliorer la navigation aérienne également. Mais il y a un autre aspect qui est très important au niveau de certains aéroports dans certains pays. Certains pays voient les aéroports comme des collectes d'impôts. Et donc, les voyageurs sont pour eux des privilégiés, donc on peut surtaxer. Comme l'a dit Madame Casini, vous avez certains pays où sur le prix d'un billet, vous avez plus d'un tiers du billet, ce sont des taxes aéroportuaires. Donc ça, c'est des points où il va falloir harmoniser cette notion de taxe aéroportuaire pour que le passager ne soit plus vu comme un contribuable à l'État d'un pays, mais comme, au contraire,
un consommateur qu'il vient dans un pays pour pouvoir consommer, pour pouvoir offrir ses services si c'est dans le cadre d'activités business. La population africaine représente 17,5% de la population mondiale et uniquement 2,5% du trafic passager aérien. Le potentiel de croissance est énorme sur les 20 prochaines années. Nous pouvons arriver, ce qui est prévu selon IATA, arriver à pratiquement 6 à 7% du trafic aérien au niveau dans les 10 à 15 prochaines années. Ça veut dire que nous allons pouvoir multiplier par 3 le nombre de passagers, ce qui est aucune région dans le monde n'a ce potentiel de croissance. Donc il y a une véritable force, et il faut en être conscient, que les Africains et que le continent africain doit connaître. C'est-à-dire qu'il y a un terreau. Déjà, cette richesse du continent africain, de par ses peuples, par la multiplicité et diversité de ses peuples, de ses paysages, de l'avantage qu'ils ont de pouvoir communiquer entre eux, il y a une véritable force que l'Afrique doit prendre en main et doit se gérer elle-même. En conclusion, l'Open Sky contribuera à créer plus de 8 millions d'emplois directs, uniquement dans le secteur de l'aérien. Ça veut dire que sinon on multiplie ça par 5 ou par 6, c'est-à-dire que l'aérien et un passager, à ce moment-là, qui est additionnel, on peut passer de 6,8 millions d'emplois directs à plus de 30 millions d'emplois en indirect. Une injection de plus de 80 milliards de dollars dans les économies africaines. Uniquement l'Open Sky contribue au niveau de l'aviation dans les pays africains à 1,8% d'emplois et qu'on peut contribuer à 4,8% du PIB. Alors, en conclusion, ce que je souhaitais partager avec vous, c'est nous devons créer l'Afrique que nous voulons. Cette Afrique que nous voulons, aujourd'hui, elle a été, d'une façon réglementaire, mise en place par les accords d'Open Sky. À nous, Africains, les instances ont été mises en place pour pouvoir développer davantage l'Open Sky. Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé au Maroc avec l'Open Sky entre le Maroc et l'Union européenne, nous avons vu tous les bénéfices et les avantages dont le Maroc a bénéficié, le Royaume du Maroc a bénéficié. Eh bien, si c'est au niveau d'un continent tel que l'Afrique, ces avantages seront démultipliés et bénéficieront à toutes les franges de la population, du plus pauvre au plus riche, de l'industriel ou d'un opérateur touristique à une agence de voyage. Les aspects que nous devons développer aujourd'hui dans ce forum au niveau de l'Open Sky, c'est d'y croire, c'est de pouvoir avancer, c'est de rêver en pensant que certaines compagnies, telles que la Royal Air Maroc, vu que nous sommes au Maroc, telles que Kenyan Airways, telles que d'autres compagnies aériennes, puissent développer des structures en Afrique, en dehors de leur base principale, et positionner 3, 4, 5 machines, et que les autres pays n'aient pas une crainte et une peur de dire « Ah, vous allez me prendre une partie de mon marché, vous allez développer, vous allez tuer ma compagnie. » Ben non, c'est en injectant de l'offre, en amenant de nouvelles fréquences, en amenant de nouveaux opérateurs, que nous allons développer le marché intra-africain. Et j'invite l'ensemble des opérateurs historiques, et même les nouveaux qui souhaitent rentrer sur le marché africain, de le faire le plus rapidement possible. Parce qu'il y aura de nouveaux entrants qui voudront le faire. Mais le privilège que nous, Africains, nous, compagnies africaines, nous avons, c'est que ce marché aujourd'hui,
de par la réglementation, il nous est protégé et sur lequel nous pouvons nous développer. Et ce marché aujourd'hui est vierge. Auparavant, les lignes qu'il y avait, ce sont des lignes que d'un point à un autre, principalement de sa base naturelle vers un autre pays. Il est indispensable aujourd'hui de passer à l'étape supplémentaire grâce à cet accord d'Open Sky, que certaines compagnies nationales ou non nationales privées puissent développer des activités dans des sous-régions africaines en basant quelques machines et pour pouvoir développer de nouvelles routes aériennes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Karim Beina. Pour ne pas trop tarder pour le deuxième panel de Madame Bouchra Taibi, je vous invite à prendre la parole pour 5-10 minutes si vous avez des questions à nos intervenants. Chers auditeurs, vous êtes avec nous? Vous avez des questions? Allez-y, monsieur. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur les ministres, bonjour monsieur les consuls généraux, bonjour messieurs les organisateurs. Là, aujourd'hui, franchement, je tenais à remercier vivement madame Tasmine par rapport à son intervention et particulièrement pour ce qui s'agit du visa, mais aussi de l'Open Sky. Si je me rappelle bien, le 25 décembre déjà 2020, j'avais fait un mémorandum suite à une réunion que j'avais eue avec Madame la ministre du Tourisme, Madame Nadia Fattah, par rapport à ces sujets. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui bloque réellement la venue des touristes, particulièrement africains, vers le Maroc, c'est particulièrement le problème déjà de la cherté des billets d'avion, d'un, et de deux, le problème des visas. Aujourd'hui, le coût moyen d'un billet d'avion en Afrique de l'Ouest est de quasiment 900 €. C'est excessivement cher si nous voulons développer le tourisme intra-africain. Et comme l'a dit tout à l'heure un des intervenants, c'est à nous, de l'Afrique, de faire de notre tourisme ce que nous voulons. Personne ne pourra développer notre tourisme si nous ne le faisons pas nous-mêmes. Si aujourd'hui, je donne un exemple, nous avons le Nigeria. On en a parlé tout à l'heure, Madame Tasmine en a parlé. Le Nigeria compte aujourd'hui quasiment 20 millions de Tijanes qui souhaiteraient venir visiter la ville de Fès, au mausolée de Cheikh Ahmed Tijani. Les problèmes que vivent ces Tijanes aujourd'hui pour avoir le visa sont extraordinaires. Et si on voit les chiffres de l'Observatoire marocain du tourisme, quasiment 164 000 Tijanes ont fait dernièrement le voyage pour visiter Fès, sur quasiment 100 millions de Tijanes à travers le monde. Pour vous dire la potentialité aujourd'hui qui n'est pas exploitée par rapport à cela. Rien que ça, je parle rien que du tourisme religieux. Pour ce qui est de la cherté des billets d'avion, moi je pense que l'Open Sky aurait été une excellente initiative qui permettrait à ce que la concurrence soit là, que nous puissions aussi vraiment apprécier les efforts de toutes les compagnies qui seraient sur ces destinations. Aujourd'hui, moi j'aimerais bien pouvoir prendre Air Arabia de Dakar, faisant Casablanca-Dakar, Dakar-Casablanca, même si c'est un back-to-back, que nous puissions vraiment apprécier non seulement les services qui seront donnés, mais aussi que nous puissions faire bénéficier à tout le monde des avantages de la concurrence. Et ça nous permettrait franchement de pouvoir développer aujourd'hui le tourisme à travers nos pays africains. Et peut-être que ce n'est pas le sujet, mais si aujourd'hui le problème des visas était résolu, je pense qu'aujourd'hui, les migrants qui sont en situation irrégulière aussi au Maroc ne le seraient pas. Ils y sont parce qu'il y a des problèmes de visa, ils y viennent de façon irrégulière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.
D'autres interventions, s'il vous plaît? Allez-y, monsieur. Bonjour, Salahdine Hanif d'une agence de voyage nommée Five Travel Casablanca. J'interviens maintenant en tant qu'acteur privé du tourisme et j'aimerais juste commencer commencer par l'historique du tourisme en général. Ce qui nous réunit maintenant, on est tous d'accord que ce qui nous réunit maintenant, c'est l'Afrique. Or, ce qui vraiment nous a réunis du premier lieu, c'est pratiquement l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'histoire du tourisme a commencé par l'orientalisme en premier lieu, et en deuxième lieu, l'intérêt pour l'exotisme, c'est-à-dire l'Afrique, la nature de l'Afrique et tout ça. Donc, le marché émetteur, Madame Kazimi de la RAM, nous a bien informé sur le fait que l'Europe, en tant que marché émetteur, est bien privilégiée en termes d'aérien et tout ça, et que les dépenses que les Européens font, et comparé aux Africains, il y a une grande différence, bien sûr. Mais si on part du fait que si le marché émetteur est bien l'Europe, ou bien pour le Kenya, c'est bien les États-Unis, c'est ça, et que nous avons plein, pour les marchés émetteurs de l'Égypte, ce sont partout dans le monde, je propose, à l'instar qu'a bien voulu me dire Monsieur Marcel Gougou, le fait qu'on puisse préparer des combinés, c'est-à-dire il y a une forte demande, nous avons une forte demande de combiner, par exemple, Espagne-Maroc, d'accord? Espagne, Portugal, Maroc, surtout pour les pays qui viennent d'Asie ou bien qui viennent de lieux très lointains. Alors, imaginons un petit peu une sorte de formation ou bien une sorte de coalition entre les agences de voyage ou bien les acteurs économiques du tourisme et qui fassent en sorte de combiner les destinations ensemble. Comment? C'est-à-dire que si un touriste prend une destination, par exemple Kenya, il pourra combiner Tanzanie, Égypte, disons, oui. L'Algérie, pourquoi pas, le Maroc, ou bien le Maroc, Côte d'Ivoire, Nigeria et tout ça. Même la Namibie, elle est très prisée par la jante allemande. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Merci pour votre Donc, intervention. c'est une proposition. Désolé si j'ai pris beaucoup de temps, mais... Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre présence. Et je vous laisse le deuxième panel. Merci Soumia pour ces échanges extrêmement enrichissants et merci à tous vos intervenants pour leur esprit de partage et de collaboration.